Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cette deuxième partie, Bérengère du Cimetière revient sur son passage au conseil qui lui a demandé une période d'adaptation douloureuse. Elle partage aussi ses apprentissages sur comment naviguer dans une grande entreprise malgré un désalignement culturel fort. Nous abordons aussi sa prise de conscience des agressions sexistes en entreprise et quelques bons réflexes à adopter dans certaines situations. Je vous laisse maintenant avec Bérengère pour la suite et fin de notre échange. Je pars à Londres et là, je rentre dans le conseil. J'ai fait à peu près 3 ans dans le conseil. Ok. Et c'était une toute petite boîte, niche, sur un sujet niche qui est le besoin en fonds de roulement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le besoin en fonds de roulement, c'est un indicateur du bilan comptable qui est probablement le plus opérationnel, c'est-à-dire en fait, c'est le cash. Le cash qu'une boîte. Et tu sais qu'une boîte, elle meurt pas parce qu'elle est négative en résultat, mais elle meurt parce qu'elle n'a plus de cash pour payer ses employés, payer ses fournisseurs, financer les commandes, si c'était sur des marchés industriels qui demandent de l'investissement pour financer les commandes. C'est l'oxygène de la boîte. Exactement. Et donc, il y a plein de boîtes, parce qu'elles vont être revendues ou parce qu'elles sont en difficulté, etc., qui ont besoin de spécialistes pour activer les 3 leviers qui sont le cash qui se cache dans les stocks, le cash qui se cache dans tes clients qui ne te payent pas ou dans tes fournisseurs que tu payes trop tôt. Voilà. Moi, comme j'avais ce passé supply chain et que c'était encore neuf, effectivement, la supply chain à l'époque, je suis rentrée chez REL et j'ai fait beaucoup de projets à l'étranger. En fait, j'en ai fait beaucoup en Italie. J'ai jamais fait de projet en Angleterre parce que visiblement mon anglais n'était pas assez. Je parlais bien anglais, mais c'était pas le niveau attendu d'un client anglais dans le conseil. J'ai fait des projets par contre aux États-Unis et j'ai vachement appris sur la posture conseil. J'allais te poser la question, j'allais te dire, en fait là tu arrives à 29 ans dans l'univers du conseil. C'est quand même un changement d'univers. Et d'ailleurs, souvent, en tout cas, de mon point de vue, il y a beaucoup de gens qui démarrent leur carrière dans le conseil, qui apprennent parce qu'il y a une diversité de missions, etc. Puis ensuite, ça a été mon cas. Puis ensuite, à un moment donné, tu vas dans l'industrie ou tu vas chez le client final, etc. Enfin, c'est un modèle assez dominant. Toi, tu fais le chemin inverse. Ouais. Est-ce que déjà, c'était commun ou c'est vraiment un niche comme ce que j'imagine? Ça a été, c'était pas commun. Dans les gens qui étaient dans la même boîte que moi, on était 150 dans le monde. Beaucoup de gens avaient commencé par le conseil. Ouais, ok. Donc c'est bien ça. Mais moi, ça a été l'apprentissage que j'en ai fait. C'est qu'effectivement, quand on est dans l'opérationnel, on est dans la roue du hamster. Et qu'on ne prend pas le temps de prendre le recul sur ce qu'on fait. On est quelque part galvanisé par l'action, par le fait de faire, de compléter des tâches, de compléter des missions. Même en mode projet. Ouais. Parce que tu étais quand même en train de construire des choses. Même en mode projet. On ne prend pas le temps, on répond à des mails, on répond à des appels, on fait des conf calls. Oui, tu es embarqué dans un flux, en fait, incessant. Dans un flux, et on prend rarement le temps de faire un pas de côté et d'avoir une réflexion, comme tu disais tout à l'heure, méta. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se passer là aujourd'hui dans le job petit aparté. C'est bien souvent à ça qu'un coach professionnel peut aider à faire ce pas de côté pour avoir une réflexion un peu plus généraliste sur ce qu'on est en train de vivre. Et le conseil, en fait, c'est ça, mais sur l'opérationnel. Donc moi, il a fallu 6 mois pour comprendre ça. Et je me suis pas adaptée tout de suite. C'était très compliqué parce que j'avais l'impression que j'étais en 5e et de repasser en rythme de seconde. Et il m'a fallu 6 mois pour comprendre que c'était pas les mêmes cellules du cerveau qui travaillaient, tu vois. La capacité à qualifier finalement le contexte dans lequel tu débarques et finalement qu'est-ce qui se joue là en fait, c'est quoi les objectifs et c'est quoi la méthode. Et c'était d'autant plus difficile que tous les gens autour de moi, ils avaient fait du conseil toute leur vie. Donc
ils voyaient leurs clients agir d'une certaine manière et réfléchissaient dessus, etc. Mais ils se voyaient pas eux. Et c'était très difficile pour eux de m'expliquer la différence entre un job de conseil et un job opérationnel. Très clair. Ok. Et donc, il a fallu que tu te fasses finalement cet apprentissage d'une certaine manière, de manière empirique, quoi. Oui. Ouais. Et ça a été douloureux pour mon petit ego. Tu penses à des moments justement saillants qui ont été difficiles au départ? Mon premier projet, c'était chez Xerox à Milan. Et j'étais dans une équipe où le chef de projet avait un mode managérial assez classique, on va dire, pour le dire gentiment. D'accord. Voilà. Maintenant, avec le recul, je me dis, en fait, le type, il avait fait que ça de toute sa vie, donc il savait pas m'expliquer le gap entre ce que moi j'avais fait, ce que d'autres après. Je suis venue à Paris, j'ai fait un projet sur EDF, je me rappelle, sur leur processus de paiement. Et l'équipe parisienne avait été super, Cédric, Jean-François, coucou. Là, j'ai appris le métier, en fait. Et là, j'ai appris et j'ai compris la différence entre un job opérationnel. Mais au début, tu sais, tout le monde n'est pas doué pour le management et tout le monde n'est pas doué pour faire monter les gens en compétences. Donc les premiers 6 mois ont été douloureux. Très clair. Donc tu comprends comment ça se passe en tout cas. Passer ces 6 mois d'adaptation, on va dire, il y a quand même tu y as passé 3 ans? Oui, quasiment. Ouais. 3 ans. Tu es en train d'expliquer que globalement, tu as beaucoup voyagé, tu as eu beaucoup de missions un peu partout dans le monde, etc. Quoi un peu le moment clé qui te fait bouger? Et ce qui me fait bouger, c'est le privé. C'est-à-dire que je suis partie à Londres. J'ai pris une maison avec une copine et puis ma sœur. Puis au bout d'1 an, on a chacune voulu faire autre chose. Moi, je décide de rentrer à Rome parce que ma vie à Londres, c'est chouette, mais je rentre le vendredi soir tard et je repars à 4 heures du mat le lundi matin. J'ai pas vraiment fait d'autres connaissances que ces personnes-là. Donc, je décide de rentrer à Rome. Et donc, la fin de ma période dans le conseil, je la fais depuis Rome. Donc, le taxi m'attend à 4 heures du matin en bas de chez moi à Rome plutôt qu'à côté de Londres. Je me dis, cette vie, finalement, c'est une vie très solitaire. C'est très riche, mais c'est très solitaire. Le nombre de missions, je me suis retrouvée toute seule, en rase campagne, dans une pauvre zone industrielle en banlieue de Milan. Où, voilà, j'ai connu aussi des gens super. Les projets que j'ai faits aux États-Unis, c'était extraordinaire. J'étais avec des Américains qui étaient des consultants avec un mode professionnel et relationnel qui me convenait bien. Mais à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? What's next? Trouver un job en Italie, je le sentais pas. J'ai même pas investigué cette piste-là parce que je savais les salaires ne matcheraient pas. On dit beaucoup les Italiens restent jusque très tard chez leurs parents, mais tout simplement parce que les boîtes payent pas. Hein. Donc je me disais, moi j'ai pas de famille, j'ai pas de parents chez qui rester, que je suis française, j'ai eu beaucoup d'inconvénients, donc j'ai même pas cherché. Et parfois il y a des combats, il faut savoir ne pas les mener quand. Et j'ai été rattrapée par le sens du réel, c'est-à-dire que tu peux rester en Italie, mais si c'est pour faire barman, etc., t'as pas fait tout ça pour ça, tu vois. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Donc je terminais un projet, justement, le deuxième projet que j'ai fait dans le conseil. Donc j'étais chez un client à Fontainebleau. J'avais postulé pour un job à Bordeaux, dans la sous-traitance électronique à nouveau, mais c'était plus un job opérationnel, c'était un job l'équivalent de Customer Success. Ok. C'est-à-dire d'accompagner nos clients pour améliorer la supply chain Solectron client. Solectron, c'était le nom de ce sous-traitant. 1 mois avant ça, j'avais été au mariage d'un très vieil ami, un Maurice. J'avais rencontré un vieil ami à lui qui m'avait présenté, mais voilà. Donc, j'ai envoyé à Maury mon CV en lui disant, écoute, inoff, je rentre en France, ça fait 6 ans que je suis à l'étranger, je me pose. Et donc, il a fait passer mon CV à cet ami. Le fait que je fasse ce projet à côté de Paris fait que, au lieu de rentrer le week-end à Rome, je décide de rentrer en Corse, 2 week-ends d'affilée. Et ma grand-mère
entre-temps, habitait à Ajaccio. Et le deuxième week-end, elle est tombée, elle a eu un hématome cervical et elle est décédée. Donc, on nous a appelés avec ma mère, on a descendu la voir à l'hôpital et puis j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je repense à ce moment. J'ai C'est que normal. j'ai pu lui donner une dernière fois la main. On est remonté à Porto et sur le trajet, le médecin a appelé ma mère et elle a dit qu'elle était décédée. C'était ce qui est extraordinaire, c'est que j'avais pas vu ma grand-mère depuis 1 an, que j'étais toujours par Mons et par Vaux, et que ces 2 week-ends-là, elle avait 93 ans ma grand-mère, ces 2 week-ends-là, je décide de rentrer en Corse et que j'ai pu lui dire au revoir. Et ces moments-là sont inexplicables, mais ils se produisent. Enfin, t'es clairement pas la première personne à me raconter une histoire de synchronicité ou quoi. Enfin, peu importe. Je sais pas comment on nomme ça, mais où il se passe quelque chose en fait qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Un hasard. J'allais dire heureux hasard, mais enfin, je sais pas comment. Ouais. T'aurais pu ne pas la voir et elle serait quand même partie. Donc, je trouve ça assez déroutant. Et là, j'ai 31 ans, tu vois, et c'est le premier deuil d'une personne. Alors, j'ai mes chiens qui sont morts et il y a des gens, ça fait rigoler quand on dit on perd un chien, mais on perd quelqu'un de très proche. Et c'est le premier deuil familial d'une personne qui part. Donc, moi, je suis à l'envers. À l'envers. Et c'est ces instants aussi où tu es obligé de te poser, quoi. Enfin, t'es percuté. T'es percuté, t'es KO. Voilà. Il se passe 1 semaine, j'appelle le boulot, c'était une boîte anglaise familiale. Ils ont très bien compris. Ils m'ont dit, tu bosses pas cette semaine-là. Et avec le recul, je me dis, c'était extraordinaire de voir cette compréhension-là. Ouais. Quand j'ai eu le gars, j'étais en larmes, je pleurais. C'était impossible de me pleurer. Je t'appelle parce qu'il y a encore derrière. C'était incontrôlable. Incontrôlable. Et donc, c'est une soirée. Donc, ma sœur arrive de Londres. On ouvre la boîte à souvenirs. À souvenirs, la boîte à photos. Et puis, à ce moment-là, moi, on s'envoyait des emails avec mon futur mari. Donc, mon futur mari me dit que il est corésien. Et ma mère a grandi à Tulle avant de partir en 68 au JO à Grenoble. Ah ouais, Tulle. Et comme ça, d'une chose à l'autre, on se rend compte que sa tante, la sœur de sa mère, et ma mère étaient dans la même école de bonnes sœurs à Tulle dans les fins des années 40 et dans les années 50. Et donc là, dans la boîte à photos, il y avait justement une photo de ma mère et de sa tante. C'est incroyable. Voilà. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'Everdy, c'est mon mari, au père de mes anciens. Et moi, je me suis dit, ça, c'est le cadeau de ma grand-mère en partant. Elle est partie et elle nous a laissé ça. Voilà. Ouais, c'est d'une densité, en fait, et concomitante assez forte, quand même. Voilà. Et donc, tout de suite après, j'ai trouvé ce job à Bordeaux, chez Solectron. Et donc, je suis rentrée en France. Bon, encore toutes les affaires dans une voiture. Une Fiat un peu plus grande cette fois encore. En fait, si tu as suivi depuis l'an 2000, j'ai fait un déménagement international par an. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et là, je rentre à Bordeaux, trouve un job, je trouve absolument passionnant, mais l'aventure dure qu'un an et demi parce que la boîte est rachetée. Okay. Donc, des grands leaders qui ont créé un petit peu la vision de cette boîte Solectron s'en vont. Tout s'écroule un peu. Me fait accepter de passer de Bordeaux à Paris pour rejoindre mon mari. Et j'avais dit jamais Paris. Mais comme quoi, la leçon qu'il faut en retenir, c'est que finalement, on est bien là où le cœur est. Finalement, on est bien quand l'amour, ça va. Quand les relations, ça va. Le reste, on peut composer. Oui, parce que tu es aussi dans une position qui se produit, tu l'accueilles comme quelque chose de positif, là où potentiellement la même situation, si t'es pas bien aligné, c'est que
que des galères, en fait, entre Ouais. guillemets. C'est aussi c'est une question de perception, hein, très très nettement. Oui, puis finalement, par rapport à mon enfance, si tu fais le lien, le pont entre les deux, c'est que dans des situations difficiles, tu les as vécues. Donc tu te dis, qu'est-ce qui peut m'arriver? J'ai eu des périodes où j'avais pas de quoi manger tous les jours. J'ai eu des périodes vraiment difficiles. S'il faut le refaire, je le referai. Mm. C'est bien plus compliqué quand tu as une famille et des enfants. Mm. Mais tant qu'il n'y a que toi, tu vois. Oui, bien sûr. Du coup, tu es contrainte de faire autre chose parce que en fait, cette boîte n'existe plus. En fait, surtout, c'est que la personne qui m'a recrutée chez Solectran est partie, a été recrutée chez Areva TED, et il y a un projet d'acquisition d'une entreprise en Italie. Et il me dit, bah, t'es la bonne personne pour le faire parce qu'en fait, leur supply chain est à l'envers. Ils ont des stocks dans tous les sens et il faut que tu remettes ça. Ok. Voilà. Et donc, moi, je pars chez Areva TED. On est en juillet 2007 quand j'arrive. Et là, à ce moment-là, donc tu te réexpatries en Italie avec donc là à ce moment-là avec ton mari. Ah non, Non, comment ça se passe? moi, je reste à Paris et Ok. je vais toutes les semaines en Italie. D'accord. J'ai un bilan carbone aujourd'hui, mais j'en avais pas conscience à l'époque et je pense que depuis, on a beaucoup freiné, mais en fait, je me dis c'était franchement toute cette période de délocalisation et le trafic n'a fait qu'augmenter, mais la manière dont j'ai voyagé était totalement déconnectée avec les enjeux pour la planète, ça c'est sûr. Et je le dis parce qu'il faut savoir reconnaître ses erreurs. J'avais pas les éléments à l'époque pour faire ce calcul-là, mais je pense que je verrais les choses complètement autrement aujourd'hui si on me demandait de faire la même chose en fait. Donc je partais tous les lundis matins. Ok. L'avion décollait à 7h de Roissy pour Milan-Malpensa. Et là, je louais une voiture et je descendais à côté de Piacenza, Plaisance. D'accord. Voilà. Et j'ai fait ça pendant presque un an. C'est aussi un moment fort personnel parce que c'est le moment où tu vas devenir maman pour la première fois. Je veux bien t'entendre là-dessus sur le rapport que tu as eu à la maternité. Il est évidemment très personnel et en même temps, je pense qu'on peut peut-être en retirer des choses pour les personnes qui nous écoutent. J'ai une grossesse qui se passe très bien. Avec mon mari, on décide de faire de l'aptonomie. Pour ceux qui savent, c'est le premier contact avec le bébé quand il est encore dans son ventre. Donc, dès 4 mois de grossesse, on sent le petit papillon qui vient se loger dans les mains. Et c'est un moment de partage pour la famille, puisque ça se fait avec le papa. Et on revient sur l'émerveillement. Exactement. Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose où on est dans nos corps. Et moi, encore aujourd'hui, je découvre des choses sur les sensations, sur nos équilibres, je me rends compte quelle merveilleuse machine que notre corps. Et donc, je continue mes allers-retours pour l'Italie jusqu'à fin juin. On doit faire l'inventaire et c'est la plaine du Pô, Piacenza. Donc, c'est très humide l'été. Il fait très chaud. 35 degrés, un taux d'humidité. Et donc, je dois revenir la semaine d'après, mais quand je reviens, je sens que je pourrais pas. Et donc je m'arrête. Sauf que j'avais pas prévu de m'arrêter tout de suite là, mes voyages. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait de l'aptonomie parce que j'avais l'intention de faire les choses bien. Dans le sens, je ne porte pas, comme ont pu le faire les générations d'avant, les petites phrases comme la grossesse, c'est pas une maladie, faut pas trop t'écouter non plus. Si, il faut s'écouter. Évidemment qu'il faut s'écouter. Évidemment que la grossesse, c'est un moment extrêmement particulier et que moi, je trouve que c'est un moment où on peut écouter son corps, on peut déjà créer des liens avec son bébé. Et si on a l'envie de le faire, faut pas s'en priver. Mais là, donc, je m'arrête, j'ai pas prévu. Et puis, j'ai une personne qui travaille avec moi en Italie, c'est un VIE. Et on est en train de monter un nouveau processus de planification avec les ventes. C'est pas toujours facile de parler aux ventes, surtout quand c'est pour leur demander de l'information. Et encore plus quand c'est des prévisions, même si elles sont non engageantes. Donc, lui, il est jeune. Moi, j'ai déjà fait ça par le passé. Je peux pas le laisser tomber. Donc, je suis assez vite arrêtée dans ma grossesse au mois de juillet.
c'est le 7e mois de grossesse où l'enfant, il prend 10 centimètres et 1 kilo, donc c'est très énergivore pour la maman. Mais moi, je décide, j'ai un ordinateur portable, je décide de continuer de travailler. Mais encore, ce que je veux dire, c'est que je ne le porte pas comme étendard. Je le porte comme, moi, j'ai besoin de nourriture intellectuelle, j'ai besoin de craquer les problèmes, j'ai besoin d'aider les autres. Et à ce moment-là, j'ai le temps parce que j'ai pas d'autres enfants, on est dans notre appartement, donc je le fais. Voilà. Et je n'en ai aucune espèce de remords, si tu veux. Voilà. Mais j'aime beaucoup, en fait, ton témoignage là-dessus parce que c'est un peu une capacité à jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que tu t'es à la fois écouté en tant que future maman sur la relation à cet enfant à venir et puis avec ton mari. Enfin, je trouve ça super inspirant. Et en même temps, tu t'es pas bloqué en disant j'ai aussi envie de me nourrir intellectuellement à ce moment-là et donc non mais en fait il faut que je m'arrête ou faut pas que je fasse. Tu t'es juste dit bah j'ai envie donc je fais, point. Et tu l'as fait. En fait. Alors des fois il faut savoir quand même qu'il y a des limites physiques parce que les hormones changent et que des fois on a une envie d'émulation intellectuelle mais le cerveau ne suit pas. Mais moi ça suivait pour ce que j'avais à faire, ça suivait suffisamment pour que j'ai envie de m'investir en fait. Si tu essaies d'en tirer un apprentissage, comment est-ce que tu le formulerais aujourd'hui à une personne qui serait peut-être dans une situation un peu similaire? Je vais reprendre la phrase de la sage-femme la veille du jour où je devais quitter la maternité avec mon bébé. C'est-à-dire qu'elle a dit 99% des principes, j'utilise à dessein le mot principe, de puériculture qui ont été donnés aux femmes au moment de leur accouchement pour élever leur bébé ont été contredits à un moment. Voilà. Là, on est en 2008 quand mon fils naît. On n'a pas encore... on commence à avoir pas mal de recul, de la mort subie du nourrisson, etc. Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont mystérieuses. Et elle nous a dit que 99% des principes de puériculture ont été contredits. Voilà. Je pense que quand on dit que l'IA va fabriquer des bébés, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Je pense que c'est absolument essentiel de s'écouter, de se dire j'ai l'énergie, j'ai pas l'énergie. Moi, après, pour ma fille, j'ai pris 1 an de congé parental et c'était super. Mais en même temps, quand mon mari rentrait le soir, je lui disais tiens, parce que j'étais au bout de ma vie, d'avoir été seule avec les enfants, ils sont très, tu vois. Oui, demandeurs d'énergie. Donc tu fais comme tu peux. Ils dorment pas, tu fais comme tu peux. Il faut savoir qu'ils peuvent, parfois, ça a été le cas de ma fille, faire leur nuit à 4 ans. Tu fais comme tu peux. Et tu suis ce qui bon te semble. Et du coup, par rapport aussi à la partie rapport professionnel, toi, si j'essaie d'appliquer cet apprentissage, c'est aussi de dire, si tu as un élan, une envie de t'investir dans un projet, d'ailleurs que ce soit d'ailleurs salariat ou autre, à ce moment-là, tu peux le faire tant qu'en fait tu es en capacité de le faire. Oui. Et en fait, peu importe les modèles mentaux ou les conseils qu'on te donne, quoi. Bah oui. Ouais, oui. très clair. Allez. Ok. Ces années arrivent à t'aider. C'est des années, a priori, qui sont pas tout à fait évidentes quand même. Non. C'est un peu le moment où tu réalises une deuxième fois, peut-être de manière beaucoup plus consciente, la place de la femme dans une entreprise et à quel point parfois ça peut être très très difficile et très très dur. Que tu peux peut-être un peu nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui. Donc après mes voyages, j'ai pris un job où je n'avais plus à voyager. Je m'occupais, Areva TED devait être revendu pour que Areva puisse avoir du cash. Je m'occupais d'un projet justement d'optimisation de cash. Et à un moment donné, au moment d'aller présenter le plan au niveau de ma line of business, donc mon entité, au niveau de la direction. Quand je suis rentrée dans la salle, il y a un des directeurs qui a scandé Bérengère à poil plusieurs fois. Quand je le raconte, c'est souvent très violent et je m'en excuse auprès de tes auditeurs, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il faut savoir que ça existe. Donc moi j'ai fait un très gros parallèle parce que je pense que ce genre de choses, moi j'ai jamais connu ça à l'étranger, ni en Italie, ni en Angleterre, toutes les boîtes anglo-saxonnes dans lesquelles j'ai pas fait qu'une boîte dans ma vie. Et le repère, il y a eu une bascule quand je suis passée dans ce type de boîte française en termes de culture. Et je le dis aussi parce que quand je compare mon expérience de boîte anglo-saxonne à boîte française,
on peut être dans le déni, mais beaucoup de retours, beaucoup de femmes avec qui j'échange me disent qu'il y a effectivement Même la même conclusion que toi, en tout cas. Voilà. Ouais, Alors en ce moment, je travaille pour un client qui me fait mentir, mais c'est pas parce qu'il y a une exception que voilà. Et c'est plutôt une bonne nouvelle s'il y en a quelques-uns. Ou qui a une tendance à ce que ça s'améliore. Comme quoi, il faut jamais partir sur des a priori, être assez fermé, mais quand même avoir un niveau de conscience, voilà. Et c'est là où je comprends et je mets les mots a posteriori, parce qu'à l'époque, on était avant MeToo. La notion de agression sexiste, agression sexuelle, etc., n'était pas du tout disséquée et comprise comme elle l'est aujourd'hui. Donc moi, je suis restée, j'ai continué ma présentation parce qu'en fait, finalement, intellectuellement, une femme ne peut pas se mettre en colère. Donc j'ai été bien conditionnée là-dessus. Je ne pouvais pas partir. Je suis devant un comité de direction. Personne ne dit rien. Mais du coup, après, moi, quand je suis sortie de ça, la RH n'était pas là pour cette présentation, donc je pense qu'elle aurait réagi. Mais quand je suis sortie de ça, si tu veux, c'était la double peine, parce que j'avais été objectisée, sexisée, et en plus, je n'avais pas réagi. C'était pas mon caractère, moi. Tout mon parcours me dit, je suis quelqu'un qui y allait, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi t'as rien dit, quoi? Et je m'en suis voulu, parce que je me suis dit, tu t'es manqué de respect, ma fille. Et en fait, j'ai mis ce truc-là est resté à flotter quelque part un peu dans ma mémoire. Et heureusement qu'il y a eu MeToo, parce que j'ai pu, tu sais, l'être humain a besoin de donner du sens, j'ai pu y mettre un sens pourquoi j'avais pas réagi, j'ai pu comprendre quel mécanisme m'avait empêché de dire son fait à ce type-là. D'ailleurs, tu en as tiré du coup un apprentissage, en tout cas presque un conseil d'ailleurs, dont tu m'avais parlé en préparant, auquel j'ai repensé plusieurs fois depuis notre échange, sur comment justement on réussit à traiter ces situations, parce qu'en fait c'est des situations où en fait les forces qui sont à l'œuvre, elles sont assez fortes. Réagir, parfois on est tétanisé, on ne sait pas comment réagir. Parfois la répartie, on l'a pas forcément. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique souvent qu'il se passe rien, parce qu'en fait, c'est dit dans des contextes où justement c'est facile entre guillemets pour la personne de sortir, faire sa sortie de piste, et il y a personne qui réagit. Ouais. Voilà. Et toi, t'as un truc maintenant. Il y a de plus en plus de femmes qui arrivent à s'en défendre. J'avais vu avec tu sais, le ministre qui est la journaliste, s'était pas laissée faire et elle avait très très bien fait. Mais avant d'en arriver à son niveau de maîtrise à elle, le petit truc, c'est de demander à la personne de reposer la question ou de redire la chose. C'est tu peux répéter. Et donc la personne en face, tu peux répéter. Ça peut déclencher quelque chose où il se remet en position adulte et en position de réallumer son cerveau et de se dire ah oui là j'ai déconné. Et ce truc de réflexe de « tu peux répéter », c'est quelque chose qu'on peut apprendre comme réflexe pour réagir à une agression sexiste. Il y avait, tu m'avais parlé aussi d'une deuxième phrase que j'avais notée. J'avais dit « qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Le fait de aussi confronter à finalement la répétition, mais d'une manière presque... c'est répéter et qualifier et expliciter finalement ce que la personne... Et ça crée peut-être aussi le même phénomène de réalisation potentiellement. Exactement. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est peut-être un cran plus compliqué à intégrer, parce qu'on est dans ce moment-là, c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus, quoi. Donc il faut avoir un outil à porter, quoi. Voilà. Donc tu peux répéter, c'est simple. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est au niveau un peu plus... Oui, voilà. T'as raison. T'as raison. Vous pouvez répéter, tu peux répéter, c'est basique, c'est simple. Et toi, ça te laisse le temps aussi de te remettre dans une position où tu n'es plus dans ton reptilien, mais tu es dans ton cortex, et tu vas pouvoir lui marrer la tête, quoi. Oui, en fait, si on prend une image un peu tu t'es pris un uppercut et tu as besoin d'avoir le temps de revenir à la raison, enfin à la raison, de retrouver tes esprits, entre guillemets. Ok, bah en tout cas, je voulais vraiment qu'on parle de cette manière de réagir parce que je pense que c'est à la fois valable dans des situations comme celle que tu as vécue. Moi, je crois beaucoup pouvoir des analogies, et je pense que c'est valable dans plein de situations. Ça peut être valable aussi pour des femmes, des hommes, enfin plein de situations différentes où il y a une incompréhension, il y a quelque chose où en fait on est pris de court. Oui.
Et cette idée de l'enfant et l'adulte, c'est quelque chose que je connaissais pas très bien, mais cette idée de dire finalement il y a des moments où on oublie qu'on est des adultes et on laisse l'enfant en nous qui s'active et en fait, pam, tu fais réaliser que il faut que tu te réveilles, quoi. Et d'autant que là, bon, je raconte un cas extrême, hein, parce que quand même le mec, il était en toute impunité dans un codir à pouvoir se comporter de cette manière-là. Mais il y a aussi un enjeu à décoder tout ce qui est micro-agression et à s'écouter. Encore une fois, c'est quoi cette micro-agression? Parce que tu as plein de choses qui s'insinuent, tu vois, qui te mettent à l'angle, qui sont beaucoup moins visibles, etc. Mais avec le recul, dans une vie professionnelle de femme dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est de la micro-agression fréquente, voire très fréquente. Et du coup, d'avoir ce petit truc-là, tu peux répéter et de remettre la personne en capacité de raisonner, quoi, et pas de parler avec ses hormones, c'est bien aussi. Non, mais je pense que c'est un message qu'il faut répéter. Effectivement, ça demande beaucoup d'exigences, du coup, j'imagine, pour les les situations, les micro-agressions, comme tu les nommes, parce que ça nécessite parfois d'être en vigilance et du coup de régulièrement activer ce système, on va dire, de défense. Mais c'est tout aussi important parce que c'est ça qui, d'une certaine manière, peut faire changer l'ambiance. Et en même temps, il faut choisir ses combats. Ok. Parce que si t'es tout le temps Oui, voilà, rébellion, tu pètes un câble. voilà. Et à un moment donné, la situation n'est plus ajustée pour toi. Faut juste partir si tu vois. Mais être tout le temps, tu vois, notre liberté réside dans notre capacité de réponse à l'agression. Et il y a un temps qui est le temps de la respiration et tu dis je fais quoi de ça? Donc il y a les choses que tu vas pas laisser passer, mais il y en a, ça sert à rien de les bloquer, ça pourrit juste l'ambiance, ça va braquer tout le monde et ça va pas résoudre ton problème. Donc sur la micro-agression, c'est un subtil équilibre, j'ai envie de dire. Je me demande, parce que là, en fait, Arriva t'aider, je me souviens plus précisément comment ça s'était terminé. Comme il y a eu la vente, en fait, c'est ça, la dislocation finalement d'Arriva t'aider. Donc, il y a plusieurs parties qui sont finalement cédées à plusieurs acteurs. Voilà. Une partie est partie chez Alstom, la partie haute tension, et donc la partie distribution part chez un grand constructeur électrique qui a déjà des activités de moyenne tension et qui complète son portefeuille d'offres avec les activités d'Areva TED, qui quelques années auparavant était une filiale d'une partie d'Alstom. D'accord. Donc une partie retourne à Alstom et une partie part chez ce constructeur de matériel électrique. Ok. Et donc là, on est en 2011. Je sais que c'est une période qui est un peu compliquée à plein d'égards, mais c'est quand même une grosse période de ta vie professionnelle. Ouais. J'aimerais bien qu'on en extrait quelques apprentissages qu'on peut partager à nos auditeurs et auditrices, parce que ça fait un peu aussi écho à ce message-là de même dans une organisation, même si ça se passe pas bien, il y a quand même des choses qu'on peut en tirer. Alors moi j'ai pris déjà un an de congé parental pour que la poussière retombe le temps que ça intègre un certain nombre d'équipes, etc. Et quand j'intègre ce constructeur, je reste en supply chain. Okay. Et puis assez vite, ça se passe pas très bien. Avec le recul, c'est un problème de culture que l'entreprise n'adresse pas ou dont elle n'a pas conscience. Et puis moi, mes enfants sont petits, mon mari tombe malade, il a un cancer. Donc je me retrouve coincée. Donc fini la belle vie où tu te dis je change de job et ça sera sans conséquence, la vie est belle, voilà. En tout cas, ça aurait pu ne pas être fini, mais moi je me dis c'est quand même un grand groupe avec une capacité d'absorption et en tout cas je vais pouvoir peut-être me recycler. Voilà, il faut que je trouve un autre job dans la maison, le temps que on arrive à comprendre ce qui se passe d'un point de vue médical. Mes enfants étaient tout petits, ils avaient 2 et 4 ans. Il y a une chose qui était intéressante, c'est que quelqu'un dans cette entreprise, j'ai fait le tour de gens que j'avais croisés, qui avaient des responsabilités pour comprendre un petit peu la culture, qu'est-ce qu'ils me conseillaient pour rebondir. Et il y a quelqu'un qui était un grand monsieur de supply chain
et de qualité, qui m'a dit, tu sais, Bérangère, ça fait 15 ans que tu fais de la supply chain. Tu peux aussi changer de métier. Parce que si ça se trouve, tu vas te retrouver toujours à être choisi pour de la supply chain et finalement à faire toute ta carrière dans la supply chain et te fermer des portes. Donc, tu as peut-être intérêt à changer carrément. Et je me dis, oula, caramba, ça c'est un conseil. Et du coup, j'ai ouvert mes chakras. Et comme ça, justement parce que c'est une grande structure, il y a dans ces grandes structures la possibilité de changer, c'est même plutôt encouragé, de changer de métier finalement. Et je suis partie vers l'IT. Et donc ça, c'est une première leçon, de continuer à apprendre, de s'ouvrir à des nouvelles. Et quand on est dans ces grandes maisons qui ne sont pas parfaites, loin de là, il y a quand même aussi des avantages qui sont ceux qu'il y a plusieurs métiers, que finalement, en arrivant à faire toujours des rencontres, il y a toujours des rencontres bien et tout ça, on peut arriver à faire bifurquer sa carrière sur autre chose. Voilà. Et moi, ça m'arrangeait parce que la supply chain, ça voulait dire voyage. Mes enfants étaient petits, j'avais plus du tout envie de voyager. Et puis, comme partout, beaucoup de chaînes de production ont été délocalisées. Donc, ces voyages encore plus loin. Et qu'est-ce que tu gagnes à voyager, à aider les entreprises à délocaliser encore plus quand tu as la petite enfance de tes enfants Oui, là, tu as en fait d'autres éléments dans ta vie qui viennent te remettre le sens des priorités, on va dire. Un autre sens des priorités, en tout cas. La deuxième chose, peut-être que je peux en retenir de cette période, c'est que il y a des fois des choses qui se passent pas bien, parce que la culture, parce que des profils complexes, des personnalités. Je vais pas dire le mot valise qu'on emploie partout, mais voilà. Des fois, on fait confiance à des gens parce qu'ils ont un dehors une certaine énergie et puis un cerveau qui va vite. Et le cerveau qui va vite, s'il n'est pas aligné à un certain nombre de valeurs et à une force motrice qui incarne ces valeurs, ça peut vite déraper, en fait. Ça peut vite déraper dans une forme de, voilà, d'un côté, une complaisance à laisser filer certains comportements et de l'autre, une dureté qui s'appuie sur c'est les règles de la maison, c'est comme ça, et voilà. Il y a un enjeu pour chacun parce qu'on est tous les jours pris dans notre diète à se dire ça ira mieux demain. Et moi, ça a toujours été mon cas puisque j'ai été construite comme ça. Ça ira mieux demain, je vais trouver une voie. Et il y a un moment donné, c'est stratégique de savoir s'arrêter et de faire le bilan. Et là-dessus, je sais que le coaching a été fortement dévoyé. Moi, j'ai pris un coach à titre personnel, c'est pas la boîte qui me l'a payé. Et j'ai pu comprendre qu'un certain nombre de choses n'étaient pas ajustées avec mon mode de fonctionnement, avec mes valeurs. Voilà. Et ça, faut l'accepter. Avec le recul, ça demande du courage, hein, parce que, encore une fois, tu as des enfants. Moi, c'était pas le problème de changer de boulot. C'était... voilà. Oui, c'est une question de sécurité, en fait. Exactement. On parle vraiment de... Et tu as réussi, en fait, finalement, à tenir suffisamment longtemps pour que l'orage passe d'une certaine manière, à titre personnel, j'entends. Ouais. Et donc, il y a eu un moment où, en fait, tu pouvais t'autoriser, en fait, à partir. Oui, alors entre-temps, j'ai fait quand même des choses super intéressantes. Oui, parce voilà. que quand je suis allée en Haïti, ça aussi, c'est peut-être la troisième leçon. Ouais. En Haïti, il y a des grosses sommes d'argent qui sont en jeu. Et donc, c'est le mode projet. Et le mode projet est moins hiérarchique. Voilà. Donc, la leçon que j'ai apprise, c'est moi, le mode hiérarchique, je trouve ça insupportable parce que c'est un mode qui tue ton autonomie, qui considère que quand tu recrutes un piou-piou, bah, c'est le même que l'autre piou-piou, sauf que moi, j'avais une vie professionnellement tellement riche derrière que peut-être que j'avais fait plein de choses différentes, mais j'avais appris plein de trucs différents, donc j'avais un recul différent et que quand il y a un type qui connaît rien, qui ne sait pas ce qu'il ne sait pas, qui te dit, bah, voilà comment tu vas écrire ton prénom, c'est insupportable pour moi. Ouais. C'est insupportable. Et le mode projet, bon, j'ai eu aussi un excellent manager, Géry, quand je suis arrivée dans l'IT. Le mode projet, ça permet enfin, les types sont obligés de lâcher. Ouais. Parce que tu peux pas tout gérer. Tu peux pas gérer. Un projet, c'est complexe.
Et quand t'es pas le chef de projet, tu peux pas tout gérer. Donc, ils sont obligés de lâcher. C'est hyper important comme message, je pense, à faire passer parce que c'est une note d'espoir aussi dans la capacité de pouvoir naviguer dans certaines organisations où culturellement c'est compliqué, mais il y a des endroits, il y a des petits îlots, on va dire, un peu plus safe d'une certaine manière. Et un des éléments qualifiants, c'est le mode projet. Et j'aime beaucoup cette idée aussi dont tu parles de ce que tu as vécu avant, qui est ton bagage, qui est très souvent en fait éteint. Ou pas exploité. Là où en fait dans ce mode-là, toi t'arrives avec qui tu es, ce que tu as appris, etc. Et en fait au contraire la valeur elle est maximale parce que c'est toi qui décides de qu'est-ce que tu déploies finalement dans ce projet. Ouais. Et du coup tu me fais penser à la 4e leçon, c'est-à-dire qu'on n'est pas des objets. Enfin tu vois, je faisais mon CV, je me disais putain j'ai fait plein de trucs. Et personne ne le voit. Je suis interviewée pour 2 lignes sur mon CV qui en fait 40. Tu vois? Et comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à voir la valeur qu'il y a autour en termes de construction de process, en termes d'emmener les équipes, etc. Parce qu'en fait, le mode de fonctionnement de beaucoup de gens dans le recrutement, c'est finalement, tu es pris pour cette partie-là. Le reste, on va checker que tu as les bonnes valeurs, tu vas mais c'est fini. Et donc, il y a un intérêt pour chacun, surtout au fil de sa construction professionnelle, de penser à son personal branding. C'est un mot qu'on entend beaucoup en tant qu'entrepreneur, solopreneur. Mais c'est important à chaque étape de son parcours de réfléchir sur ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qu'on en a tiré, quelles sont les compétences, pas les formations, les compétences qu'on a développées grâce à ce poste. Et en quoi ça s'inscrit dans soit un objectif qu'on a ou soit un objectif qu'on est en train de construire. C'est drôle, ça m'évoque, j'ai fait pas mal de recrutement et d'ailleurs c'est drôle parce que on faisait justement un peu du recrutement différemment. On essayait de se dire à chaque expérience du CV là face à moi, qu'est-ce que ça dit potentiellement de la personne, aussi sur sa manière de réfléchir, de raisonner, de prendre des décisions, de naviguer, etc. Et souvent, là où on apprenait le mieux des choses sur la personne, c'était quand on allait appuyer sur quelque chose qui potentiellement pouvait paraître insignifiant, et puis le candidat en face il dit mais vous êtes les premiers à me poser cette question. Moi, ma conviction à l'époque, enfin j'étais pas le seul à l'avoir, c'est de dire que ce qui est important, c'est de comprendre comment est-ce que la personne en face réfléchit, et est-ce qu'elle réfléchit, on va dire, avec une manière qui est cohérente et adaptée à la culture de boîte que nous on a. Et ce qui est important, c'est que on le réalise mutuellement. Voilà. Et ce travail-là, en fait, qui peut paraître un peu long ou peut-être contre-intuitif, en fait, c'est la clé pour ensuite réussir éventuellement une aventure à deux entre la personne et l'entreprise, ou en fait échouer avant même d'avoir démarré. Mais ça demande déjà, ça c'est un geste technique, c'est-à-dire le recruteur il doit apprendre à faire ça, parce que ça se fait pas là. C'est geste technique parce que aussi on peut aussi tomber malheureusement dans des raccourcis en se disant telle personne a fait ça donc ça veut dire ça, et s'arrêter à en fait sa lecture de la situation et pas enclencher l'échange avec l'autre pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et tu vois là par exemple les grandes épopées, c'est un peu ce que j'essaie de faire quand on regarde toute la carrière ou dans tout cas un temps long. Je me dis c'est bien que tu avais un talent. Ça vient fait quelque part. Mais en fait c'est assez drôle parce que tu vois très souvent quand je prépare mon entretien et je vais sur LinkedIn, je suis très souvent surpris entre ce que moi j'avais projeté et finalement ce qu'on extrait de notre temps d'échange et de préparation et d'échange. Et ce truc de à chaque fois les petits ah oui, moi je l'avais vu comme ça et en fait c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ça me rend encore plus vigilant en fait. Si demain je me retrouve à refaire du recrutement, je vais me dire mais bien sûr que ce truc-là, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Donc, tant qu'on n'a pas posé la question, qu'on n'a pas essayé de comprendre, en fait, on se trompe 9 fois sur 10, quoi. Voilà. Bref, c'était juste une petite réaction. Ouais, il y a ça. Et je pense qu'il y a aussi le fait que quand on est en tant que salarié, on va chercher à être cet objet de production qui va servir à l'entreprise. Finalement, notre identité professionnelle devient celle de l'entreprise. Et c'est intéressant de se le dire jusqu'à quel point le nom de l'entreprise pour laquelle on travaille fait partie
ou pas de son moi peau, c'est-à-dire de sa valeur sociale, enfin de sa représentation sociale. Et donc à partir de là, à partir de cette propre représentation sociale, si c'est une grande marque, en quoi ça joue sur ta manière de te comporter, ton autonomie, ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire, mais de manière même inconsciente. Parce que à l'heure des réseaux sociaux, j'imagine que tous les gens qui sont salariés ne se permettent pas d'exprimer ou même d'aller interagir avec des postes d'un certain ordre. Et c'est quoi le trade-off entre ta liberté en tant qu'être humain, ton autonomie à pouvoir t'exprimer et à te développer en tant que sujet, et cette forme d'aliénation parce que tu appartiens dans ton monde professionnel et que tu dois rentrer dans un moule, tu vois ? Oui, carrément. Et ça s'applique à l'entreprise, ça s'applique en fait, c'est un sujet social, hein, ça s'applique à l'environnement social familial, ça s'applique à la nationalité qu'on a, ça s'applique en fait à énormément de structures sociales qui ont des règles et qui ont justement où il faut faire comme, entre guillemets. Et on est tous tiraillés. En fait, déjà, il faut juste en avoir conscience. En fait, mais la différence par rapport à la marque d'une entreprise, c'est que tu vas en tirer une fierté. Et jusqu'à quel point cette fierté peut être enfermante dans le fait que tu es un sujet et pas un objet. Ouais. Il faut évidemment réaliser ça, enfin faire ce travail-là, pour voir en fait aussi à quel point la dissonance elle est forte ou pas. Exactement. Puis parfois ça prend un peu de temps. Tu parlais d'une période où tu savais que tu étais en dissonance mais qu'il fallait résister. Parfois il y a des personnes qui ont une prison dorée, ils ont conscience qu'ils sont dans une prison dorée. Et puis, il faut le temps, en fait, de réussir à s'en débattre, entre guillemets, ou trouver la porte de sortie. C'est être dans l'action, en tout cas. Ouais. Mais moi, cette dissonance, j'ai résisté même longtemps, mais j'ai flirté avec le burn-out pendant un long moment aussi. Faut être tout à fait clair, ça a un coût. Ouais. Si en plus tu as conscience de ça, en fait, c'est comme si tu te... je vais oser le mot, mais enfin, un peu une sorte d'autoflagellation. Et puis, au bout d'un moment, il y a le problème du seuil qu'on connaît pas. Et généralement, le seuil, on le découvre que quand on le passe. Ça, c'est vrai. Tout à fait. C'est un quatrième apprentissage qui est très saillant. Avant de passer dans la phase, peut-être pour clôturer, avant de passer dans la phase, tu as monté le podcast d'InnoSapiens où tu as monté ton activité sur la transfo, enfin en tout cas sur aussi l'accompagnement de la transfo. Tu as eu une dernière expérience chez Sodexo, c'est ça, qui a duré un peu plus d'un an. Non, même pas moins d'un an. Tu as quelque chose à nous partager là-dessus, ou enfin pour peut-être juste comprendre la transition finalement vers ce que tu fais aujourd'hui? Donc j'ai intégré l'équipe IT. J'y suis allée pour le rôle, mais le rôle n'existait pas. Et j'étais dans une situation où construire ce rôle était impossible, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une tâche, quelqu'un faisait déjà le job. Donc ça s'est terminé que dans une réunion, j'étais littéralement agressée par mon manager, qui m'a bloqué la sortie de la pièce de réunion avec son bras pour pas que je sorte, qui s'est mis en position très dominante au-dessus de moi en disant « Tu vas venir à ce meeting !» Quelque chose, je ne pensais pas le vivre dans ma carrière. Ça montre à quel point cette personne était complètement fragilisée, quoi. Et donc, c'est à moi qu'on a demandé de partir. Et quand je suis sortie de l'entreprise, et je peux en parler librement parce qu'il n'y a pas d'accord ni quoi que ce soit, donc je me suis quand même posé la question, parce qu'au départ, quand je suis allée vers cette structure, c'était une boîte qui avait plutôt bonne réputation. Et je me suis dit, en fait, c'est une boîte qui sort du Covid, donc qui est dans le service aux entreprises, pour les services de restauration d'entreprise. Donc le business s'est complètement écroulé et ils sont fortement challengés. Et visiblement, ils essayent des petites expérimentations du digital, etc. Mais ils s'en sortent pas, ils voient pas le jour, l'avenir est plutôt sombre. Ils sont en train de faire partir tout un tas de gens très seniors. Et je me suis dit qu'effectivement, dans les entreprises qui sont challengées, dans les entreprises qui sont en transformation, les entreprises d'une manière générale sont un peu comme une poule devant un couteau sur la transformation. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Et puis quand les problèmes des marges arrivent, le résultat n'est pas là, les actionnaires font pression. C'est très stressant. Et donc, une de mes phrases favorites, c'est de dire que c'est dans la transformation qu'on voit de quel bois les gens sont faits.
C'est-à-dire, quelles sont, t'as les valeurs sur le papier, hein, beau, shiny, la marque employeur, etc. Mais en fait, sur le terrain, quand les choses vont mal, qu'est-ce qui ressort? Voilà. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné l'envie de faire un podcast. Parce que quand j'ai regardé ma carrière, j'ai pris conscience qu'effectivement, il y avait que de la transformation là-dessous, que effectivement, je m'ennuyais dès que c'était le mode run. Donc, j'ai commencé à interroger un petit peu mon réseau et je suis tombée sur des gens, mais vraiment bien, quoi. Et je me suis dit, bah, ouais, il y a les bourrus, là, les gros nazes. Mais bon, je vais pas aller me plaindre de leur comportement parce que ils s'en rendent compte eux-mêmes ou s'ils s'en rendent pas compte, bon, bah, de toute façon, il y a un karma, hein. Voilà. Hop, on dégage. Mais moi, je vais me tourner vers ces gens qui font les choses bien et qui arrivent, qui ont cette fantastique compétence qui n'est pas donnée à tout le monde, d'arriver à tenir la barre dans la tempête. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que ces gens, ils y arrivent et d'autres essayent de t'empêcher de sortir de la salle avec leurs pauvres petits bras, quoi. Tu vois, et ont besoin en permanence de la reconnaissance des autres pour exister. Et t'as des gens, en fait, ils se donnent la reconnaissance à eux-mêmes, ils ont l'estime d'eux-mêmes, ils sont ouverts à la différence. C'est ça qui m'a donné envie, c'est ça l'énergie du podcast. Et je comprends aussi au fur et à mesure où ce podcast se développe. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as quasiment 50 invités. Ouais, 45. 45, oui, voilà. 45, donc t'as quand même maintenant beaucoup de gens que t'as vu à ton micro et t'as beaucoup d'expérience des autres aussi. Effectivement. Oui. Et donc, il y a des choses qui sont liées à la qualité du leader. Donc, les bons leaders sont capables d'affronter la transformation. Et tu as des choses qui sont techniques aussi, que tu découvres. Donc voilà, ce podcast s'est développé énormément, mais l'intention du départ, c'est de parler du positif. C'est de parler des gens qui font bien et de laisser le reste de côté. Et à ce moment-là, moi, je me suis retrouvée à 47 ans plus salariée, quoi. J'ai pas du tout eu... je me suis dit, non, mais moi, je me vois pas rester 2 ans au chômage à être encore un objet dans une boîte. J'ai pris conscience qu'autour de moi, il y avait beaucoup de femmes de 45 ans qui avaient atteint la date de péremption. Qu'être une femme de 45 ans, ça arrive aux hommes aussi, mais de ma compréhension, c'est beaucoup plus tard, c'est plutôt 55 ans. Et moi, je me suis dit, non, mais je vais pas faire 2 ans de chômage. Et puis, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de continuer à me développer. Et donc, un pied devant l'autre, j'ai commencé par faire des missions de conseil et de rencontrer des gens extraordinaires. Je suis revenue bosser chez HP Enterprise avec une boss, Dalila, exceptionnelle. J'ai fait des missions et petit à petit, je me dis, voilà, j'ai développé une offre d'accompagnement que évidemment je peux pas faire toute seule. Donc à partir de ça, moi j'ai toujours eu l'envie du collectif, toujours aimé les équipes. Donc tu te dis, un collectif, du coup ça devient une boîte de conseil. Et de fil en aiguille, ça match aussi l'idée initiale de DinoSapiens que j'avais pas fait du tout au départ dans un élan de création d'entreprise. De création d'entreprise. Parfois, il y a comme ça des chemins qui se retrouvent. Puis là, c'est un actif fondamental finalement de ce projet-là parce que ça se rejoint parfaitement. Exactement. Et je rencontre des gens vraiment sincères. Alors, c'est des formats plus courts que le tien parce que c'est moins d'introspection, on va dire. Mais le podcast, c'est vraiment un média extraordinaire. Il y a une notion de partage d'expérience, de faire grandir les autres, d'écoute. Il y a un échange, tu le disais, de nuances aussi, d'apporter une nuance au format ultra court où les gens ont la possibilité de s'expliquer dans un cadre bienveillant. Moi, j'envoie mes questions à mes invités, ils les ont à l'avance, ils savent que quand ils arrivent, même s'ils n'ont jamais vu un micro de leur vie, il n'y aura pas de piège. Voilà. Alors moi, j'envoie pas mes questions à l'avance. Mais j'espère que tu as trouvé ça bienveillant. Absolument. Il n'y a pas aucun moment... D'ailleurs, je les écris même pas à l'avance, pour tout dire. Mais DinoSapiens, c'est... Oui, non, bien sûr. Non, mais évidemment, je blague. Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr que je peux pas faire DinoSapiens comme ça, au talent. Enfin, je suis très content de
qu'on clôture notre échange là-dessus parce que bon, déjà, c'est quelque chose qui nous réunit, voilà. Et je trouve que ce qui est génial aussi avec ce que tu fais, c'est que tu as l'angle de la transformation et la nuance, tu l'apportes de deux manières. Tu l'apportes à la fois par le fait que c'est des personnes qui l'ont vécu parfois aussi dans des contextes différents, mais aussi parce que tu vas aller interviewer plein de gens sur finalement la même question qui est la transformation. Et donc, si quelqu'un justement souhaite se muscler sur ce sujet-là, il écoute 15 épisodes, 20 épisodes différents de Dino Sapiens. En fait, de facto, il va avoir une conclusion nuancée sur cette question. Et c'est ça que je trouve assez puissant en fait dans aussi ce médium qu'est le podcast et ce que tu fais aussi. Donc très très chouette. Ouais, merci pour ce compliment. C'est vrai que quand on a le temps d'adresser différents niveaux logiques, individuels, de l'équipe ou de l'entreprise, et puis systémiques, comme on l'a fait ce matin avec la crise du secteur de l'électronique, etc., on arrive aussi à raccorder les choses un peu mieux, à donner du sens et à comprendre des mécanismes qui bien souvent nous dépassent. Tout à fait. Ah, mais c'est sûr que c'est souvent lié à toutes ces strates-là et on a rarement le temps en fait, d'une certaine manière, de poser ces éléments de strates. C'est aussi d'ailleurs ce que je dis dans mon intention, une de mes intentions sur les grandes épopées, c'est que parfois quand on n'a pas ces strates-là, on n'est même pas en capacité de pouvoir accueillir le message de l'autre parce que il est dans une case qui n'est pas celle dans laquelle on est censé être. Il y a un gars dont j'ai oublié le prénom qui parle d'aquarium. Il dit en fait on est tous dans son aquarium et parfois en fait ça tape et du coup on peut pas se parler. Et là d'une certaine manière en écoutant ou en tout cas en faisant ce qu'on essaie de faire là, tu explicites un peu les règles de ton aquarium d'une certaine manière, quelques-unes en tout cas, ce qui peut moi me permettre, même si je suis pas dans ton aquarium, de venir peut-être un peu comprendre et écouter de manière plus ouverte parce que tu m'as donné quelques règles de cet aquarium et in fine peut-être que ça va me faire bouger d'un iota sur un sujet ou pas, mais en tout cas voilà, j'ai pu être dans cette posture d'écoute parce que tu me l'as permis. Et le temps long est nécessaire en fait pour atteindre ces objectifs-là. Donc voilà. Donc en tout cas un grand merci. Et puis je pense que c'est un très bon mot de la fin de clôturer sur une analyse à chaud de nos deux podcasts. C'est ça. Et pour ceux qui sont encore là avec nous, un grand merci à vous. C'est comme vous voyez sur les grandes épopées, l'idée c'est aussi d'explorer des moments révolus de carrière avec des personnes qui ont la capacité de prendre du recul. T'as encore plein d'années devant toi pour faire plein de belles choses avec ta boîte. J'espère que ça va en tout cas se développer comme tu le souhaites. Et puis du coup aux éditeurs je dis au prochain épisode finalement. À bientôt. Merci Jafar, merci beaucoup. Salut Bérangère. Bravo! Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Bérangère du Cimetière. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr.